Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans ce deuxième paragraphe sur les espaces vectoriels, nous définissons la notion de sous-espace vectoriel. Pour cela, nous avons besoin de définir ce que sont les parties stables. On considère E plus point un espace vectoriel sur K. Et on considère également F une partie de E. Pour l'instant, aucune structure n'est définie sur F, qui est seulement un sous-ensemble quelconque de E. On dit que F est stable pour les lois de E lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites. Pour tout x et y des éléments de f, on a x plus y appartient à f, et pour tout scalaire lambda et tout x élément de f, on a lambda.x appartient à f. Les parties stables vont nous permettre de définir des lois dites induites. On considère E plus point un espace vectoriel sur K et f une partie stable pour les lois de E. Par définition, les lois induites sur f par celles de E sont les deux applications suivantes. La première est l'application définie de f croix f à valeur dans f, qui a un couple xy d'éléments de f associe l'élément x plus y, cette somme étant calculée avec l'addition de E. La seconde est l'application définie de k croix f à valeur dans f, qui a tout scalaire lambda et tout élément x de f associe l'élément lambda.x, la multiplication étant calculée avec la multiplication par un scalaire dans E. On doit déjà remarquer que si ces applications sont bien définies, c'est grâce à la stabilité de f pour les lois de E. Si f n'était pas stable pour les lois de E, on n'aurait aucune garantie de pouvoir prendre f comme ensemble d'arrivées pour ces applications. Et le fait de pouvoir prendre f comme ensemble d'arrivées nous assure que ces deux applications sont pour la première une loi de composition interne dans f, pour la seconde une loi de composition externe de f sur k. En pratique, l'addition dans E ou dans f sont notées avec le symbole plus, sans préciser en indice l'ensemble. Et les multiplications sont notées avec le symbole point, sans non plus préciser en indice les ensembles. Mais alors, comment savoir quelle opération on utilise? Ce sera à vous de réfléchir sur quoi porte par exemple l'addition. Lorsque f est une partie stable d'un espace vectoriel E sur K, si le symbole plus est entouré de deux éléments de E, ce sera obligatoirement l'addition dans E. Si le symbole plus est entouré de deux éléments, l'un dans E, l'autre dans f, ce sera obligatoirement l'addition dans E aussi. Si le symbole plus est entouré de deux éléments de f, ce sera indifféremment l'addition dans E ou dans f. Je vous laisse réfléchir par vous-même pour savoir comment décider quelle opération point on doit utiliser. Nous pouvons maintenant définir la notion de sous-espace vectoriel. Étant donné E un espace vectoriel sur le corps K, un sous-espace vectoriel de E est une partie f de E qui doit être stable pour les lois de E et qui, munie des lois induites par celles de E, a aussi une structure d'espace vectoriel. Voici tout de suite une caractérisation des sous-espaces vectoriels. Étant donné E un espace vectoriel sur le corps K et F une partie non vide de E, j'insiste sur le fait que F doit être non vide, alors F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si F est stable pour les lois de E. Je ne rédige pas la démonstration, mais la première implication découle de la définition de sous-espace vectoriel et l'idée pour la réciproque est que puisque les axiomes d'espace vectoriel sont satisfaits pour tous les vecteurs de E, ils le sont aussi pour tous les vecteurs de F. Voici un premier exemple. Nous avons déjà vu que l'ensemble des polynômes à coefficient dans K munis des lois usuelles a une structure d'espace vectoriel. Si l'on fixe n un entier naturel quelconque, l'ensemble des polynômes de degré au maximum n est bien évidemment inclus dans K de x. Il est non vide puisqu'il contient le polynôme nul. Et il est stable pour les lois de K de x, car la somme de deux polynômes de degré inférieur ou égaux à n est un polynôme de degré inférieur ou égal à n, et il en va de même avec la multiplication par un scalaire. K indice n de x est donc, pour les lois usuelles, un sous-espace vectoriel de K de x, et a donc lui aussi une structure d'espace vectoriel. Et on obtient comme ça tout un tas d'espaces vectoriels. Singleton 0 forme un espace vectoriel, c'est un sous-espace vectoriel de K indice 0 de x, qui est lui-même un sous-espace vectoriel de K1 de x, etc. Voici un deuxième exemple. Nous avons vu que l'ensemble des suites à coefficient dans K a une structure de K espace vectoriel. L'ensemble S indice B de K des suites bornées à coefficient dans K est inclus dans S de K. Il est non vide puisque la suite nulle est bornée. S indice B de K est stable pour les lois de S de K car la somme de suites bornées est bornée et le produit d'un scalaire par une suite bornée est aussi borné. Donc S indice B de K est un sous-espace vectoriel de S de K. De même, l'ensemble S indice C de K des suites convergentes à coefficient dans K est un sous-espace vectoriel de S indice B de K,
et aussi un sous-espace vectoriel de S de K. Mais on a aussi S indice 0 de K, l'ensemble des suites convergentes vers 0 à coefficient dans K, est un sous-espace vectoriel de S indice C de K, et donc aussi de S indice B de K, et aussi de S de K. Vous aurez souvent à montrer qu'un ensemble sur lequel on a défini des opérations, parfois seulement implicitement, a une structure d'espace vectoriel. Si l'on s'en tient à la définition d'un espace vectoriel, il faudrait démontrer tous les axiomes, ce qui peut être très long à rédiger. Une idée plus efficace est de trouver un espace vectoriel E parmi les espaces vectoriels que l'on connaît déjà, qui vérifie que F est un sous-ensemble de E, que F est non vide et que F est stable pour les lois de E. Et bien sûr que les lois qui ont été définies dans F sont bien les lois induites par celles de E. Dans ce cas, on peut dire que F est un sous-espace vectoriel de E, et donc F a automatiquement une structure d'espace vectoriel. Voici une condition nécessaire que doit vérifier tout sous-espace vectoriel. Si E est un espace vectoriel sur K et F un sous-espace vectoriel de E, alors l'élément neutre de l'addition dans E, que je note pour l'instant 0 indice E, appartient nécessairement à F. Et il est l'élément neutre de l'addition dans F. En particulier, si E est un espace vectoriel sur K et que F est une partie de E, si F ne contient pas le vecteur nul de E, on peut directement conclure que F n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Si par contre F contient le vecteur nul, il faudra étudier la stabilité de F pour savoir si oui ou non F est un sous-espace vectoriel de E. Démontrons la propriété. Pour le premier point, si X est un élément de F, qui existe, car un sous-espace vectoriel est toujours non vide, le produit 0 fois X appartient à F, car F est stable pour les lois de E. Donc 0 appartient à F. Pour le second point, 0 étant l'élément neutre dans E, on a pour tout vecteur x de E, x plus 0 égale à 0 plus x égale à x. Et comme F est une partie de E, ces relations sont vérifiées en particulier pour tous les vecteurs de F. Le 0 de E et celui de F étant les mêmes, il n'y a pas lieu de les distinguer et on les note simplement 0, sans avoir besoin de les noter 0 indice E ou 0 indice F. Pour finir ce paragraphe, je vous donne deux exemples. L'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène à P inconnu à coefficient dans K est un sous-espace vectoriel de K puissance P. Et l'ensemble des solutions sur un intervalle I d'une équation différentielle linéaire homogène est un sous-espace vectoriel de l'espace des fonctions défini de I dans K. Je vous invite à continuer votre étude des espaces vectoriels en suivant le paragraphe 3 qui traite des combinaisons linéaires. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.